Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette conférence web diffusée live de la section ICM Amos. Bon, c'est moi qui n'ai pas fermé mon téléphone. Je vous inviterai tous, tant qu'à y être, à mettre le son de votre téléphone à off, s'il vous plaît. Voilà. Et voilà, c'est fait. Ça m'a déconcentré. Je me présente Robert Cloutier, je suis le président de la section ICM Amos. Première chose, avant de commencer, je tiens vraiment là, à remercier nos commanditaires. Sans les commanditaires, on n'aurait pas pu réussir à faire les activités qu'on fait là sans qu'il y ait de frais. Fait que c'est vraiment, vraiment important et apprécié. Vous avez vu un PowerPoint des commanditaires affichés au début. C'est un gros merci à tous les commanditaires. Je pourrais remercier particulièrement Sayona, ILEC, Industrie, Forage Nordique. C'est eux qui, quand on avait les conférences en présentiel, qui payent le cocktail d'entrée. Maintenant, on n'a pas le présentiel, on n'a pas le cocktail, mais on remplace ça par un prix que je fais tirer à la fin, qui est 250 de bon d'achat au restaurant Le Château à Amos. Donc, encore une fois, merci à tous nos commanditaires. Aussitôt que la situation va le permettre, on va recommencer les conférences en présentiel à l'Hôtel des Escales. Je vous invite tous à aller visiter notre page Facebook ICM Amos. Tous les jours, je publie des nouvelles de l'industrie minière. Il y a deux façons d'assister à la présentation, sur Zoom puis Facebook. Ceux qui sont sur Zoom, vous pouvez enlever le mute et faire un signe, il y a un bouton, lever la main ou lever le pouce, quelque chose, pour qu'on vous voit et qu'on sache que vous avez une question à poser. Si notre conférencier va le spécifier lui-même s'il y a mieux des questions à la fin ou pendant, mais si c'est à la fin, là, à ce moment-là, vous enlevez le mute puis posez votre question en essayant de ne pas parler tout le monde en même temps. C'est sûr que des fois, c'est pas tout à fait facile. Sur Facebook, malheureusement, la seule façon, c'est par chat écrit. J'ai le Facebook ouvert à côté de moi, puis je vais lire vos questions pour les reposer aux conférenciers. Il y a un petit délai là, entre le live puis le Facebook de quelques secondes. Aussitôt que je vois la question, je vais la poser. Le prix de présence, c'est un prix de présence. Là. Il faut que vous soyez là jusqu'à la fin pour pouvoir le gagner. Il faut être en ligne lors du tirage. Encore une fois, si c'est un alias, je vais en prendre un tout à fait par hasard. Yannick Copé, je ne sais pas, j'ai pas l'adresse courriel, je ne sais pas c'est qui exactement. N'hésitez pas à m'envoyer un courriel ou par Messenger ou même par Zoom, il y a une fonction pour chatter. Envoyez-moi un message pour indiquer exactement qui vous êtes, que je puisse vous ajouter dans la liste. La conférence de ce soir est donnée par M. Martin Baudouin-Nadeau. Il est le fondateur et PDG de Viridis Terra Innovation. C'est un ingénieur forestier, expert en restauration écologique d'écosystèmes hautement perturbés par les activités industrielles. M. Baudouin-Nadeau travaille depuis plusieurs années dans le développement de nouvelles phytotechnologies novatrices, plus efficaces, durables et peu coûteuses pour la restauration, la remédiation
la végétalisation et le reboisement rapide des terres dégradées en utilisant le moins possible d'intrants organiques, chimiques et minéraux onéreux en transport. Depuis que l'organisation a été créée, il a été impliqué sur plusieurs projets de réhabilitation de sites miniers et dégradés au Canada, en Amérique latine et en Afrique subsaharienne. Je te laisse le micro et l'écran, Martin. C'est à toi. Ah, ben, merci beaucoup, Robert. Merci pour l'invitation pour cette présentation aujourd'hui. Je vais mettre la présentation, ce ne sera pas très long. Ça devrait arriver bientôt. Pouvez-vous me confirmer que ça fonctionne? Très, très bien. Tu n'es pas encore en mode présentation. OK, là, tu es en mode présentation. Excellent. Ben, c'est ça. Moi, dans le fond, mon nom est Martin, fondateur et président de Resistera. Aujourd'hui, je vais le titre de la présentation, c'est Restauration écologique de sites miniers. Puis je vais vous parler un peu des nouvelles technologies et approches qu'on peut utiliser dans le domaine là, pour favoriser un développement plus durable du secteur minier, là, puis augmenter l'impact socio-économique local aussi de tous les projets miniers. Pour commencer avec une petite introduction, si on parle un peu de l'impact. OK. Attends un peu. Pourquoi que ça fait ça? Je sais ce que je vais faire. Attends un peu. Là, vous le voyez au complet, là? Oui, excellent. Là. Excellent. Ben, allons-y comme ça. Comme une petite introduction à propos de l'impact de l'utilisation des ressources naturelles, mais juste pour que vous sachiez, présentement, sur la planète, il y a environ 2 milliards d'hectares de terres dégradées. C'est des terres qui produisaient des biens et services à valeur commerciale par le passé, mais ils ont perdu leur productivité et qui en produisent beaucoup moins et même très peu. C'est considéré comme étant une perte mondiale d'environ 10 trilliards de dollars par année dans l'économie mondiale à cause que ces biens et services-là ne peuvent plus être produits ou ont beaucoup diminué. Si on regarde, ça fait que c'est 2 milliards hectares de terres dégradées, c'est environ 2 fois la grosseur du Canada. Mais il faut savoir que le secteur extractif, le secteur minier et pétrolier, c'est seulement une minime partie de ces terres-là qui sont affectés et perturbés par les activités minières et pétrolières. On parle de moins d'1% du total des terres perturbées. Cependant, ces terres-là sont souvent celles qui ont une plus grande perturbation des sols à cause de cette exploitation-là du minerai et du pétrole. Fait que ça amène des défis un peu plus grands de restauration puis de remise en production. Il faut savoir que tout ce qu'on crée, qu'on utilise, qu'on construit dans la société présentement est fait à partir de ressources naturelles. Fait que c'est un secteur qui est très important pour le développement de nos économies et de nos sociétés. C'est encore plus important de le faire de façon durable pour s'assurer d'un futur prospère pour tous et les futures générations. Fait que de là l'importance que la restauration va prendre dans tout type d'activité d'exploitation des ressources naturelles. Si on regarde au niveau de la restauration minière, les techniques traditionnelles de végétalisation par le passé sont très efficaces à court terme, mais qu'est-ce qu'on s'aperçoit à travers le temps? C'est qu'il y a une dégradation progressive du couvert végétal qui se fait. Souvent, c'est des espèces exotiques ou qui ne viennent pas de la région qui sont utilisées. Fait qu'on voit qu'en dedans de 5 à 35 ans, il y a une dégradation, comme vous pouvez voir sur les photos vers la droite. Puis ça cause beaucoup de problèmes parce qu'aujourd'hui, les gouvernements ne veulent plus reprendre les sites miniers après exploitation. Normalement, ils reprenaient après une dizaine d'années. Aujourd'hui, là, ils sont très réticents à le faire à cause de tous les passifs environnementaux qu'ils ont hérités au courant des dernières décennies. De là, l'importance de s'assurer que les approches et les technologies et les travaux qui sont faits de façon durable et efficace.
Fait que ça, si on regarde au Québec, un inspecteur avec lequel j'ai travaillé par le passé, il avait été mandaté par le gouvernement du Québec pour évaluer le succès des travaux de restauration et végétalisation qui avaient été faits sur 17 sites. Ça, il avait fait ça au début des années 2000. Puis qu'est-ce qu'il savait? Le résultat de tout ça disait qu'il y avait seulement un site sur 17 qui avait atteint les objectifs de restauration. C'est ce qui veut dire que c'est tous les autres avaient des besoins de retourner, faire des travaux supplémentaires, ce qui amène des coûts supplémentaires aux propriétaires, aux gestionnaires de ces terres-là, de ces rejets miniers-là, de ces parcs, de ces halles à stérile-là et tout ça. Une chose qu'on voit aussi souvent, c'est que souvent, quand on utilise une technique traditionnelle, si on utilise beaucoup de matières résiduelles fertilisantes, des fois, comme par exemple, on peut avoir un problème qui vient, qui n'est pas la dégradation, mais on se met à avoir un problème d'envahissement par les espèces invasives. Ça, au Québec, c'est pas quelque chose qui a été beaucoup étudié jusqu'à maintenant. Fait qu'on a très peu de connaissances là-dessus. Mais si on regarde dans l'Ouest canadien, en Alberta, en Colombie-Britannique, c'est des gros problèmes qu'ils ont présentement. Plusieurs sites qui avaient été restaurés ont été envahis par ces espèces-là. Ça permet pas que la succession végétale puis le développement de l'écosystème naturel indigène de la région se fasse, ce qui se ramasse à avoir un passif qui reste en place durant de nombreuses décennies, qui stagne là, puis ça amène des problèmes supplémentaires. Parce que le but, c'est qu'on veut réduire ce passif-là le plus rapidement possible, pour réduire les coûts reliés au suivi, aux entretiens et tout ça. Fait que ça c'est une deuxième problématique qu'on voit assez régulièrement. Puis, une autre problématique qu'on peut voir, c'est que le maintien du couvert herbacé qui est trop dense dans les écosystèmes boréales ou de toundra arctique, toundra forestière, c'est souvent ça qu'on voit au Canada, c'est que des fois, ça peut arriver qu'un système de couvert est tellement dense que les espèces indigènes ne sont pas capables de recoloniser, fait qu'il n'y a pas de succession. Puis la photo en bas à droite, qu'est-ce qu'on voit? C'est un site des sables bitumineux de St. Croix en Alberta, qui après 20 ans sont allés mettre des paillis noirs pour aller planter des arbres et des arbustes de la forêt boréale. Parce que là, il n'y a pas de succession qui se fait. Le développement de l'écosystème est stagné. Puis eux, pour obtenir leur certification de terre restaurée, ils doivent retrouver l'écosystème boréal. Fait que ça amène des coûts supplémentaires à travers le temps. Puis ça, c'est des choses qu'on va essayer d'éviter le plus possible. De là, l'approche de la restauration écologique que nous, on pousse beaucoup notre entourage. La restauration écologique, ça consiste en assister à accélérer les processus naturels de rémédiation, régénération et rétablissement des écosystèmes qui ont été dégradés, endommagés ou détruits pour retrouver son intégrité d'origine de façon durable. Puis quand on regarde, souvent, plus qu'on va se rapprocher d'un écosystème naturel ou qu'on retrouvait auparavant, plus qu'on va avoir une résilience de ces écosystèmes-là. Ça veut dire que plus qu'ils vont être résilients à des perturbations qui pourraient être liées soit à des conditions environnementales comme des sécheresses ou des tempêtes ou peu importe, mais aussi à tout type d'autres conditions abiotiques là, qui pourraient causer des problèmes. Fait que plus en plus, on se rapproche d'une restauration écologique près de l'écosystème naturel. Plus en plus, on a une qualité environnementale élevée, ce qui permet de réduire le passif environnemental rapidement des sites dans lesquels on travaille. Si on regarde au niveau de l'approche restauration écologique, c'est souvent une approche qui est beaucoup préconisée sur des sites qui ne sont pas contaminés. Fait que souvent, on a beaucoup de rejets miniers qui n'ont pas de problème de contamination, mais quand même, on n'a plus de sol, on se retrouve dans la roche. Puis on veut vraiment accélérer le processus pour que l'écosystème se développe le plus rapidement possible. Là, souvent, une première chose qui est faite, c'est que premièrement, il y a une étude écologique et climato-édaphique qu'on appelle qui est faite. Fait qu'on regarde, on compare les écosystèmes perturbés à ceux naturels. Puis souvent, dans les écosystèmes qui ont été perturbés par l'exploitation minière, souvent près des écosystèmes naturels, en dedans de 3 à 5 ans, il y a déjà une recolonisation tranquillement naturelle qui se fait. Puis ça, c'est de l'information qui est très importante pour vraiment bien développer la stratégie de restauration, puis accélérer le processus naturel pour le développement de l'écosystème pour réduire le passif.
Fait que souvent, qu'est-ce qu'on regarde? C'est premièrement, on regarde les espèces clés. Souvent, il y a certaines espèces qui vont favoriser le retour de toutes les autres espèces qu'on peut retrouver dans l'écosystème. Fait que ces espèces clés-là vont jouer un rôle très important dans les technologies utilisées pour établir ces espèces-là le plus rapidement possible, puis qui permettent de développer l'écosystème puis de restaurer ça le plus rapidement possible. Une autre chose qu'on regarde aussi, c'est au niveau génétique. Souvent, il y a des variétés qui vont être adaptées à pousser directement dans les rejets miniers, que ce soit les résufins ou les stériles des algues ou le morterin. Ce qui fait qu'on souvent, il y a une sélection qui se fait au niveau des semences, du matériel végétal utilisé pour faciliter la restauration du site. Ça, c'est un deuxième aspect très important. Un troisième aspect, c'est les micro-organismes. Souvent, les plantes qui ont de la difficulté à aller chercher l'eau et les nutriments directement dans des rejets comme ça, qui sont très rocheux, qui est très minéral. Fait que les micro-organismes jouent un rôle très important, non seulement pour aller chercher les nutriments et l'eau, mais aussi protéger la plante contre certains éléments traces ou métaux lourds qui pourraient causer des problèmes de toxicité. C'est pour ça que ça, c'est un autre aspect qu'on prend beaucoup en considération pour accélérer, pour protéger les plantes, puis pour leur faciliter l'établissement puis la croissance sur ces rejets miniers. Puis le dernier, c'est vraiment le microsite. Fait qu'on est capable d'identifier les conditions dans lesquelles, naturellement, ces espèces d'arbres, d'arbustes et d'herbacées locales, indigènes qui s'établissent. Puis une fois qu'on a identifié ces conditions-là, on est capable de faire une préparation de terrain qui va favoriser ces conditions-là dans les rejets miniers, établir un couvert végétal durable à travers le temps. Certaines technologies qui ont été développées par le passé permettent, avec certains substrats, de planter directement dans les rejets miniers, comme on peut voir sur les photos ici, que ce soit du stérile, des résufins, aussi du morterin. Fait que ça, on peut voir sur les photos qu'on voit là, sablières. Fait que c'est vraiment différentes mines d'or, de fer. Fait que différentes conditions, on est capable d'établir les espèces locales qu'on retrouve pour favoriser la restauration écologique du site. Aussi, notre entourage a développé des technologies aussi très intéressantes qui permettent d'ensemencer directement sur les rejets miniers des espèces indigènes qu'on retrouve dans les écosystèmes. Fait que souvent, il y a une collecte de semences locales qui est faite. Non seulement ça crée de l'emploi localement saisonnier très tôt le printemps et à l'automne, mais en plus, par la suite, on est capable, avec une formulation spéciale, d'établir les écosystèmes naturels directement dans les rejets miniers avec très peu d'intrants. On travaille vraiment directement sur le rejet minier. Autant sur les stériles que les résufins. Puis, fait que ça devient très intéressant aussi. Puis de plus en plus, on pousse l'aspect qui inclut non seulement arbres, arbustes, des forêts boréales, mais aussi herbacées pour optimiser le contrôle de l'érosion dans tout ça. Fait que ça, c'est des technologies qui sont en train d'être développées beaucoup sur le marché présentement. Quand je parlais tantôt des micro-organismes, les biofertilisants, notre entourage a développé beaucoup au Québec, Alberta et en Afrique. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est qu'on peut augmenter jusqu'à 75% la survie des espèces végétales qui sont utilisées directement sur les rejets miniers en utilisant ces biofertilisants-là. On peut aussi plus que doubler la croissance et l'établissement. Fait que l'écosystème se développe 2 fois plus rapidement en utilisant ces biofertilisants-là. Fait que ça a été fait, ces développements-là ont été faits en Afrique du Sud, en Madagascar, Burkina Faso, Québec, Alberta, dans différents types de mines de fer, d'or, d'ilménite, sable bitumineux. Fait que c'est vraiment une grande variété, puis ça fonctionne très bien. Ici, je voulais vous montrer un petit peu des exemples de restauration écologique versus techniques traditionnelles. Si vous regardez à gauche en bas, puis là, à gauche, l'exemple que j'utilise, c'est un exemple de la République dominicaine. Les écosystèmes puis la restauration se fait beaucoup écologique, se fait beaucoup plus rapidement parce que
ils n'ont pas d'hiver là-bas, puis la productivité est à l'année. On peut voir en bas, ici, à gauche, c'est un site qui avait été restauré il y a 15 ans. Ce site-là, avec les techniques traditionnelles, qu'est-ce qu'on peut voir sur la photo complètement à gauche en bas? C'est qu'il commence à avoir tranquillement une dégradation qui se fait, puis des problèmes d'érosion qui commencent à revenir avec ces techniques traditionnelles qui avaient été utilisées. Fait que ça fait que d'ici 2 à 5 ans, il va y avoir besoin de retourner faire des travaux supplémentaires pour s'assurer de la durabilité de la restauration et de la végétalisation. En haut, c'est des techniques de l'approche de restauration écologique qui avaient été utilisées. C'est un site à 5 km de celui qu'on a en bas. Fait que c'est des sites miniers très proches. Lui, en haut, on peut voir sur la photo complètement à gauche en haut, ils ont utilisé une espèce clé qui avait été identifiée comme étant pour favoriser la succession végétale puis le développement de l'écosystème de forêt tropicale localement. Quand on regarde, elle, en haut, au centre, on voit que tranquillement, les espèces indigènes, après 7-8 ans, commencent à s'établir sous le couvert de ces espèces clés-là qui ont été établies sur le site. Puis la dernière photo à droite, l'arbre au centre qu'on voit, c'est un arbre après 20 ans. Cet arbre-là est mort aujourd'hui. Il faisait partie d'espèces clés, mais il a joué son rôle. Tout l'écosystème naturel tropical est développé et résilient, est en pleine forme. Puis dans cette forêt-là, on retrouve une centaine de différentes espèces, comme on retrouverait normalement dans un écosystème tropical naturel. Et vous pouvez vous imaginer la différence entre lui en bas, un passif environnemental, après plus d'une quinzaine d'années, qui est encore existant, qui se dégrade à travers le temps. Puis en haut, on est rendu avec une forêt tropicale en santé résiliente où que le passif environnemental n'existe complètement plus. Si on regarde à droite, ça c'est un exemple au Québec. On peut voir à gauche quelques sites qui, à travers le temps, avaient été restaurés, mais après 10, 15, 20, 25, 30 ans, ils ont eu une dégradation. Puis là, on se retrouve avec des rejets miniers qui recommencent à être découverts, problème d'érosion qui recommence et tout ça. À droite, c'est un site qui avait été restauré dans les années 80-90. C'était du stérile. Ce site-là avait utilisé des techniques avec des substrats spéciaux, comme la première technologie que vous avez présentée un petit peu. Ces technologies-là ont été optimisées depuis. Mais vous pouvez voir qu'après 30-35 ans, on est rendu avec une forêt boréale mature. On parle d'arbres avec 10 à 20 cm de diamètre, en parfaite santé. Fait que ça a permis de ramener l'écosystème naturel. Puis aujourd'hui, le passif environnemental est rendu inexistant. L'autre approche qui est très importante à prendre en considération, c'est qu'on l'appelle l'approche d'éco-ingénierie. C'est surtout pour les sites miniers contaminés. Puis si on regarde beaucoup qu'est-ce qui se fait dans le marché présentement, c'est qu'on utilise beaucoup les technologies d'ingénierie civile et minier. Puis ces technologies-là sont très importantes, comme les géomembranes ou peu importe quel autre type, les CEBC et tout ça, sont très importantes à utiliser parce qu'ils permettent de contrôler la contamination à très court terme. Fait que ça, c'est indispensable de les utiliser, il faut continuer à les utiliser. Cependant, souvent, ces technologies d'ingénierie-là ont une durée de vie, puis ils ont un besoin d'entretien. S'ils ne sont pas entretenus, leur efficacité diminue à travers le temps. On peut s'imaginer dans 50, 100, 1000 ans, on ne veut pas avoir besoin à retourner et à entretenir ces sites-là. De là l'importance d'aller un peu plus loin puis d'inclure le génie végétal dans l'approche pour restaurer ces sites miniers contaminés-là. Si on utiliserait seulement le génie végétal dans tout ça, les technologies phytobiennes que j'appelle, le problème qu'on a avec ça, c'est qu'à très court terme, ils ne sont pas très efficaces. Ils ne contrôlent pas la contamination, ils ne confinent pas la contamination très rapidement. Mais l'avantage de ça, c'est qu'à mesure que l'écosystème se développe et devient un écosystème en santé, sain et résilient, c'est que son efficacité augmente à travers le temps. Fait que ça, quand on combine les deux ensemble pour faire de l'éco-ingénierie, ça, c'est la clé du succès pour s'assurer de non seulement être efficace à court terme, mais aussi être durable à moyen et long terme. C'est pour éviter que vos compagnies minières ou gouvernements soient obligés de réinvestir sans arrêt à travers le temps parce que les technologies ne sont pas durables.
Une chose que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de technologies présentement qui demandent de contrôler la végétation. Une chose que j'aurais tendance à vouloir vous dire, c'est que on peut pas se battre contre la nature. C'est sûr, si tu veux te battre contre la nature, c'est sûr certain qu'on va perdre. C'est de là l'importance de s'assurer que non, on travaille avec la nature. C'est de là l'importance d'avoir des techniques qui peuvent non seulement intégrer l'ingénierie civile et minière, mais aussi le génie végétal pour assurer une durabilité à long terme, pour que dans 50, 100, 200 ans, le passif environnemental ne soit plus existant, puis que la compagnie minière n'ait plus besoin de gérer ce passif-là qui peut avoir des coûts assez grands à travers le temps si le problème n'est pas réglé rapidement et n'est pas durable, bien sûr. Puis juste pour vous donner un exemple de l'importance du génie végétal, ici, c'est un exemple en Afrique du Sud, une technique qui avait été développée qui s'appelle phytocontrôle hydraulique de drainage mini-acide. Il avait créé des barrières naturelles avec des espèces d'arbres phréatophytes qu'on appelle. C'est des espèces qui ont besoin de beaucoup d'eau. Fait qu'ils ils vont se rendre jusqu'à la nappe phréatique puis ils vont pomper beaucoup d'eau. Puis qu'est-ce que ces barrières-là ont permis de faire? C'est que non seulement ils ont permis de contrôler les problèmes de contamination, parce qu'il reste encore certains effluents, des fuites dans les systèmes de restauration qui avaient été faits avec les techniques d'ingénierie civile. Ce système-là permettait que les fuites puis l'eau qui était contaminée étaient traitées directement dans la barrière. Puis à la sortie, en dehors de cette barrière-là, en dehors du site minier, qu'est-ce qu'on trouvait, c'est que la concentration en contaminants, acide sulfurique et métaux lourds était rendue à des niveaux plus bas que le seuil maximum accepté par le gouvernement. Fait que ça, c'était très intéressant. Puis qu'est-ce qu'on voyait, c'est que comme l'acide sulfurique, par exemple, était transformé dans le fond, était transformée en sulfate dans la biomasse des arbres, ce qui faisait qu'elle n'était plus en conditions problématiques contaminantes. Ça devient très intéressant. Elle était emmagasinée dans la biomasse, mais n'était plus un contaminant dans l'environnement. Une chose qu'on a découvert aussi sur un projet en Afrique de l'Ouest sur lequel on travaille dernièrement, c'est qu'on a découvert que les espèces d'acacia jouaient le rôle d'épurateur de sols contaminés. C'était des sols contaminés par principalement l'arsenic, mais aussi le nickel et le cuivre. Fait que tous les endroits que l'acacia était établi, après quelques années, on s'apercevait qu'il y avait une accumulation dans la biomasse des métaux lourds, mais à des niveaux beaucoup à 10 à 100 fois plus faibles que ce qu'on retrouve dans le sol. Quand on faisait un suivi dans le sol, mais la concentration était rendue à un niveau plus faible que les limites maximum qui sont demandées au niveau gouvernemental et dans les standards internationaux. Fait que de là, en intégrant non seulement le génie végétal avec les techniques d'ingénierie civile, on peut avoir un meilleur mélange pour s'assurer de travaux de restauration de sites miniers contaminés qui est efficace à court, moyen et long terme. Fait que de là, ce tableau-là, je voulais vous le présenter, mais pour juste parler de l'importance d'impliquer dès le début des projets des spécialistes en génie végétal avec ceux qui se spécialisent plus en génie minier et génie civil et les géotechniciens pour s'assurer que tous les travaux de restauration, qui vont être les stratégies et les plans de restauration qui vont être développés vont être le plus efficace, le plus durable possible, puis dans le but de faire diminuer le passif environnemental le plus rapidement possible, mais aussi les coûts de restauration à travers le temps. Ça, c'est quelque chose de très important. La restauration minière, c'est un domaine multidisciplinaire, fait qu'il faut travailler en équipe multidisciplinaire. Puis ça, souvent, qu'est-ce que je dis, on essaie de pousser beaucoup, c'est qu'on peut travailler plusieurs compagnies ensemble pour développer la meilleure stratégie possible. En impliquant différentes expertises pour s'assurer d'avoir les meilleurs résultats par la suite. Il vaut mieux investir un petit peu plus dans la stratégie puis le plan pour puis par la suite sauver des millions de dollars que d'essayer de sauver quelques dollars au début, mais que finalement ça coûte beaucoup plus cher à travers le temps pour la compagnie.
Fait que tout le temps, le but, c'est de réduire le passif le plus rapidement possible à des coûts les plus faibles et de façon la plus durable possible. Fait que ça, c'était au niveau de l'approche, au niveau restauration écologique et éco-ingénierie que je voulais discuter aujourd'hui. Puis je voulais un peu vous commencer à vous parler d'une approche qui va un peu plus loin que seulement la restauration sur le site minier, mais aussi une approche plus paysage. Probablement plusieurs d'entre vous savent que de plus en plus, il y a beaucoup de projets qui sont bloqués à cause du manque d'acceptabilité sociale. La licence sociale est de plus en plus difficile à obtenir et à maintenir dans les projets miniers. On a été appelés, nous, dernièrement, par plusieurs personnes au Pérou qui ont des grands problèmes avec les communautés qui sont de plus en plus contre leurs projets et tout ça. Fait que ça devient de plus en plus un grand défi. Il ne faut pas oublier que toute la transition vers une économie à faible carbone va demander beaucoup plus de minerais que qu'est-ce qu'on exploite aujourd'hui. 3 fois plus de fer, 5 fois plus de cuivre. On parle des terres rares et d'autres types de minerais qui peuvent aller jusqu'à 10 fois plus que qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui. L'industrie minière va jouer un rôle très important dans le développement durable et le développement d'une économie à faible carbone dans la société. Fait que de là, l'importance d'assurer que ces projets-là vont pouvoir voir le jour et prospérer et obtenir l'acceptabilité sociale de tout projet qui sont développés. Il faut savoir que plusieurs projets miniers un peu partout dans le monde sont localisés à des endroits soit qu'il y a beaucoup de dégradation environnementale, surtout dans les pays tropicaux comme l'Amérique latine ou l'Afrique, ou aussi des fois, ça peut être des endroits où l'agriculture et la foresterie pourraient être optimisées, où on pourrait augmenter les bénéfices reliés aux communautés, liés à ces autres secteurs de ressources naturelles-là qu'on retrouve dans les paysages. Une chose qui est très importante pour les sites miniers, c'est les ressources en eau. Puis avec les changements climatiques, souvent on a des sécheresses plus longues, on a dans des paysages dégradés, on a souvent une résilience qui est plus faible, fait qu'on est encore plus affecté par les changements climatiques et aussi la pénurie d'eau que ça peut occasionner et aussi les tempêtes qui sont de plus en plus fortes. Fait que la restauration des paysages peut jouer un rôle aussi qui peut avoir un impact direct sur les projets miniers en protégeant les sources d'eau et aussi en protégeant les infrastructures de ces tempêtes-là qui sont ou les conditions climatiques extrêmes qui sont de plus en plus fréquentes un peu partout où qu'on travaille. Fait que ces projets-là peuvent augmenter la résilience face au changement climatique, puis aussi protéger les sources d'eau, comme j'ai dit. Fait que de là, cette approche-là, c'est vraiment d'avoir un impact positif à tous les niveaux. Fait qu'un projet minier, en ayant une approche paysage et non seulement du complexe minier, peut avoir un impact positif au niveau social, environnemental et économique à tous les niveaux pour les communautés. Puis ça, c'est une manière qui va permettre d'assurer l'obtention et le maintien de la licence sociale. Parce que souvent, ces communautés-là voient que, oui, peut-être qu'il y a un impact économique à court terme, mais ils voient souvent... Oh. J'ai perdu le... Je pense que vous ne voyez pas la présentation, hein? Non, on vient de... Un clic sur partager. Je peux continuer, mais dans le fond, c'est ça. Fait qu'en assurant un impact positif social, environnemental et économique, c'est là qu'on peut s'assurer de l'acceptabilité sociale, puis d'avoir cet impact, puis que les communautés vont supporter et appuyer le projet à travers le temps. Puis ça va être indispensable pour le développement durable du secteur minier. Puis une des choses qui se passe présentement dans le secteur, c'est qu'on parle beaucoup de plus en plus d'exploitation minière climato-intelligente, climato-résiliente, exploitation minière agro-intelligente. Il y a un gros congrès qui se fait présentement au Pérou, Agromine, que je fais partie des organisateurs, dans lequel on regarde de plus en plus comment mettre l'agriculture et l'exploitation minière ensemble pour qu'ils fonctionnent bien ensemble dans les paysages, puis qu'on ait le plus grand impact possible sur les communautés. Puis aussi la même chose au niveau de l'exploitation minière forêt intelligente. Fait que de cette manière-là, en ayant cette approche-là, la compagnie minière ou le groupe de compagnies minières dans la région peut devenir un levier de développement durable pour les communautés
et aussi pour tout projet minier en ayant des impacts positifs à tous les niveaux. Martin, pourrais-tu repartager ton écran? Oui. OK. OK. Fait que ça, c'est ça que je parlais. Fait que ça peut donner un vecteur pour l'acceptabilité sociale puis le développement économique et durable du secteur minier, cette approche paysage-là. Fait que ça, il y a des différents modèles. Ce qui est le fun dans travaillant dans les paysages, c'est qu'on peut créer des nouvelles dans ces projets-là, on peut créer des nouvelles opportunités de revenus comme des crédits carbone, des crédits biodiversité, tout type de commodités comme bois énergie, bois d'œuvre, agroalimentaire. Fait que ça devient aussi, ça peut devenir non seulement des sources nouvelles de revenus pour les communautés, mais aussi pour les projets dans lesquels une compagnie minière pourrait avoir investi. Puis si on regarde, par exemple, une compagnie minière qui déciderait d'investir dans un tel projet de restauration des paysages, nous, on en regarde présentement pour des projets en République dominicaine parce qu'il y a 2 projets qui sont bloqués à cause que 2 communautés sont d'assez grosse importance sont contre le projet. Le président ne veut pas signer l'approbation pour que la mine puisse commencer à exploiter. Il faut savoir que certains un de ces projets-là appartient en partie à une compagnie minière qui est bien établie en Abitibi. Fait que là, qu'est-ce que la compagnie, non seulement ces projets-là peuvent amener, la compagnie minière peut investir, mais cet investissement-là, la compagnie minière peut permettre de mobiliser d'autres investisseurs privés dans les projets qui pourraient être des banques de développement ou aussi tout type d'investisseurs privés comme des fonds de pension ou des choses comme ça. Qu'est-ce qui est intéressant avec cette approche-là, c'est que on amène, le développeur de projet peut emmener toute la technologie, peut emmener tout le processus à travailler avec les communautés, à signer des contrats avec eux pour tous les bénéfices qui sont apportés. Puis une fois que l'investissement est fait, ces communautés-là reçoivent des incitatifs pour aménager de façon durable les ressources. Et aussi, fait que ça devient intéressant. Puis quand une fois les biens et services commerciaux comme le bois d'œuvre, l'agroalimentaire ou les crédits compensatoires sont prêts et sont vendus sur le marché, là, ça va générer des revenus pour les communautés puis aussi pour le projet. Fait qu'il y a possibilité que le capital investi par la compagnie minière lui revienne et que les retours sur l'investissement futur soient réinvestis dans les communautés. Puis ça, par exemple, une chose qui est importante de mentionner, c'est que tous les crédits carbone et biodiversité appartiennent à la compagnie minière ou à l'investisseur qui a investi. Donc ça peut permettre à la compagnie minière de compenser pour ses émissions de gaz à effet de serre, compenser pour la perte de biodiversité générée par ces activités minières. Si ça va perturber 1000, 2000, 5000 hectares, je ne sais pas, ça dépend des projets. Ça fait qu'elle peut, de cette manière-là, elle peut compenser toute cette perte de biodiversité-là et ces émissions, tout en générant des impacts socio-économiques aux communautés. Puis, à long terme, à un coût nul, parce qu'il y a possibilité dans ces projets-là de revoir son capital qui avait été investi au début, puis d'avoir un impact énorme sur les communautés, parce qu'une fois que la compagnie minière, 40 ans ou 30 ans ou 20 ans plus tard, finit son projet, puis qu'elle s'en va, mais l'impact qui a été fait au niveau des paysages reste. Ces projets-là continuent à générer des revenus et tout ça. Fait que ça devient très intéressant. Il faut savoir que, comme Vérésis Terra, il y a plusieurs entreprises qui font pas seulement la restauration minière, mais ils font la restauration de tout type de terres dégradées. Là, fait qu'il y a un potentiel d'approche projet minier intégré avec de l'agroforesterie ou de la restauration des paysages qui devient très intéressant pour tout type de projet qu'on retrouve à l'international. Fait que ça, c'est des choses qui s'en viennent sur le marché qui vont être très, très intéressants dans le futur. Martin, 2 choses. OK, là, tu as repartagé ton écran. Il y a une question ici. Est-ce que vous pensez construire une zone de démonstration en Abitibi pour présenter votre technologie et votre savoir? Oui, bien là, présentement, on travaille pour mobiliser, faire un projet de vitrine technologique en Abitibi. Ça, c'est un travail sur lequel on travaille.
Puis au courant des prochains mois, on va être probablement en contact avec plusieurs d'entre vous pour faire ce projet de vitrine-là qu'on voudrait faire à partir de 2021. Puis pour ce qui est de l'approche, ça c'est au niveau de toutes les technologies qu'on parle de restauration écologique et d'éco-ingénierie. Si on parle de l'approche restauration des paysages, présentement, ce modèle-là a beaucoup été développé pour les tropiques. Présentement, au courant des 2 prochaines années, on l'adapte pour les pays plus tempérés nordiques comme le Canada. Puis il y a déjà des projets qu'on regarde potentiellement dans le sud du Québec. Un de nos clients qu'on a déjà qui est dans une région très écotouristique, on va dire. Fait que ça pourrait être des approches qui peuvent aider à obtenir non seulement la licence sociale, puis aussi l'approbation du BAP. Fait que si certains d'entre vous peuvent être intéressés à certaines de ces vitrines-là, mais je vous encourage à nous contacter. Pour la présentation, j'avais pas mal fini. Là, fait que ça serait peut-être l'heure des questions là, puis des discussions. Là, si certains d'entre vous aimeraient ça, qu'on aille un peu plus loin sur certains aspects. Oui, Yannick Plourde de Sayona, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. On a parlé beaucoup de revégétalisation et évidemment, c'est une composante importante de la restauration minière. Par contre, on va recréer des écosystèmes terrestres. Est-ce que vous avez des exemples où on a recréé des milieux humides, par exemple, à partir des bassins d'accumulation d'eau minière, il est possible de créer des marais et des écosystèmes aquatiques à partir des fosses où on viendrait adoucir le premier bench pour créer une zone littorale et évidemment implanter par la suite là, des plantes, des poissons, etc. Ben, présentement, nous, en Afrique de l'Ouest, il y a un projet qu'on est en train de développer qui est en train de faire des milieux aquatiques. L'utilisation des fosses comme milieu aquatique et aussi source d'eau parce qu'on est dans des régions très arides. On est en train de développer un oasis. Le client, l'objectif du client, lui, qui c'est l'entente avec les communautés, c'est qu'il doit créer un actif agroforestier sur les rejets miniers pour qu'il puisse générer des revenus aux communautés. Fait que ça, c'est une chose qu'on est en train de développer présentement. Au Québec, il y a déjà eu des milieux humides qui ont été faits, surtout comme marais filtrants pour traiter l'eau. Ça, c'est de quoi que beaucoup été travaillé. Puis nous, on travaille beaucoup avec certains chercheurs universitaires qui ont beaucoup travaillé sur la création de milieux humides. Puis on a donc une experte avec nous chez Verdis Terra qui a été formée par ces personnes-là, qui se spécialisent dans la restauration des milieux humides. Mais on n'a pas eu la chance encore d'en faire beaucoup sur les sites miniers directement, à part les projets que je viens de parler. Peut-être juste de mentionner que pour les milieux humides, il y a notamment un intérêt si le ministère peut reconnaître un gain en termes de compensation pour les pertes d'habitat qui sont générées par le projet. Oui. Ah, et ça, c'est. Je te dirais que de plus en plus, comme un projet qu'on a dans le sud du Québec, il y a une partie, il faut protéger, non seulement protéger un milieu humide, puis aussi d'en développer un autre. Mais ça, c'est un projet qui est vraiment, je dirais, qui fait juste commencer. Fait qu'on n'a pas été encore en détail à ce niveau-là. Fait qu'il y aurait un milieu humide qui serait là pour traiter en amont les effluents qui n'auraient pas été traités par les travaux de restauration directement sur les halles, dans les fosses, puis les parcs à résidus. Puis il y a aussi un milieu humide que la halde et la fosse vont avoir un impact sur ce milieu humide-là. Puis là, on développe une stratégie pour essayer d'éviter le plus possible que je te dirais que le niveau hydrique de ce milieu humide-là ne soit pas trop affecté par les activités minières. Ça, c'est quelque chose qu'on a commencé à faire, mais c'est très récent, comme je pourrais te dire. Merci. Et je voulais juste savoir, là, au niveau du projet pour le bassin humide, est-ce qu'il y avait un lieu particulier?
Le bassin du milieu humide, tu vas dire lequel? Non, mais je parlais à Monsieur Yannick Lourde, là. Okay. Le projet que vous parliez, est-ce que c'était un lieu particulier? En fait, pour le projet avec Sayona, le projet Autier, on veut proposer au ministère là, de transformer les 4 bassins d'accumulation d'eau minière en marais. Ceci étant dit, on est en négociation avec le ministère, donc c'est pas accepté. Bien évidemment, le ministère demande d'avoir aussi un autre projet qui, lui, évidemment, va pouvoir être réalisé en phase d'avant-projet, parce qu'en phase de restauration, évidemment, la compensation devient effective à la fin de la vie de la mine. Et c'est pour ça que le ministère, évidemment, va toujours demander un autre projet là, pour venir compléter la compensation. Une chose, je pense, Yannick, c'est que vous avez accès à beaucoup de tourbes parce qu'il y a beaucoup de milieux humides dans votre région hein, qui ont été perturbés. Ça, c'est intéressant parce que ça peut faciliter le développement du milieu humide en ayant ce matériel-là disponible qui peut être revalorisé, comme je pourrais dire. Hein. Fait que ça, c'est quelque chose d'important à penser qui va permettre de développer ce milieu-là plus rapidement. Parce que souvent, ou sinon, il faut que tu permettes le développement, si c'est une tourbière que tu veux redévelopper ou peu importe, il faut que tu permettes le redéveloppement des mousses et tout ça. Et en ayant ce matériel-là, on peut accélérer le processus. D'autres questions? Oui. Oui, allô? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oh, oui. Alors, donc moi, je m'appelle Mohamed Ba, je suis originaire de la Guinée. Donc, j'ai vous entendu tout à l'heure parler de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, moi, c'est un projet qui me tient à cœur. Alors, j'aurais voulu avoir votre expérience par rapport aux pays dans lesquels vous avez eu à travailler. Concrètement, comment ça se passe déjà le projet au départ? Quelle est la personne ressource que vous contactez en premier lieu? Est-ce que c'est le ministère de l'Environnement? Comment ça se passe concrètement? Ben, nous, normalement, comme en Afrique de l'Ouest, c'est le client qui nous contacte pour qui a certains problèmes, que certains défis, nous contactent pour l'aider là-dessus au niveau de la restauration minière. Nous, en Afrique, on a de l'expérience à notre équipe, pas juste Véridestera, mais l'équipe qu'on a à l'interne a de l'expérience en Afrique du Sud, Madagascar, Congo, Zambie, RDC, République démocratique du Congo, et un peu Zambie, puis Burkina Faso. L'entreprise elle-même a de l'expérience au Burkina Faso. Puis, Donc, ça veut dire que vous, non, pardon, ça veut dire que vous, normalement, vous intervenez qu'à la fin, une fois que tous les contrats ont été signés avec les différents gouvernements ou les interlocuteurs, vous intervenez dans la partie technique pour la mise en place de la végétalisation, c'est ça, hein? Souvent, nous, une entreprise comme la nôtre va intervenir au moment où que la compagnie commence à faire l'exploitation. Ça peut arriver qu'ils nous contactent plus tard. Moi, je conseille que les compagnies minières contactent des entreprises comme les nôtres plus tôt, dès le début de l'exploitation, pour bien développer la stratégie de restauration progressive. Ça, c'est très important de notre avis chez nous. On est impliqué dans le développement de la stratégie. Souvent, les entreprises comme la nôtre sont impliquées dans le développement de la stratégie de restauration. On appuie aussi au niveau du plan de fermeture. Nous, c'est sûr que normalement, dans ce temps-là, une entreprise comme la nôtre va collaborer avec des firmes de génie parce qu'on n'offre pas le service au complet du plan de fermeture, mais on a un rôle important à jouer au niveau du plan de restauration dans le plan de fermeture. Pour optimiser et assurer les meilleurs succès de ces travaux. OK. Écoutez, je vous remercie pour la réponse. Dernière question, est-ce que vous avez des contacts avec la Guinée? Jusqu'à maintenant, on a eu des contacts l'année dernière un petit peu avec la Chambre des mines, mais ça ne s'est pas débouché en un projet jusqu'à maintenant. Fait que c'est sûr qu'on est quand même assez au courant de tout ce qui se passe en Guinée, surtout quand nos partenaires, qui est une ONG, est déjà bien établie
en Guinée au niveau des mines de bauxite. Mais ça n'a pas encore été plus loin que ça jusqu'à maintenant. OK. Merci beaucoup. Ben, merci. Merci, Martin. Vraiment intéressant. Écoutez, on va conclure la saison en vous annonçant que notre prochaine conférence est planifiée pour le 15 septembre. De toute façon, les annonces vont être faites là, en temps et lieu pour cette conférence-là. Ceux qui ont besoin d'attestation pour leur ordre professionnel, vous pouvez m'envoyer un courriel. Je vais vous la faire suivre par après. Ceux que j'ai la confirmation de présence, vous allez recevoir là, le PDF là, de la présentation qu'on a eue ce soir. On va procéder avec le prix de présence. Puis pour le prix de présence, encore j'ai mentionné, il faut que les gens soient en ligne. Puis par souci là, de transparence, je vais partager mon écran. Vous allez voir comment. Est-ce que vous voyez une liste de noms? OK. Bon, ça, c'est la liste des personnes là, que j'ai été capable d'identifier sur Facebook et sur Zoom. Donc, ici, il y a 37 personnes que j'ai identifiées. Fait que j'ai écrit 37 ici. Et le gagnant, c'est le numéro 22. Et le numéro 22 est Robert Magny. Monsieur Magny, vous êtes en ligne? En tout cas, vous étiez là il y a encore pas longtemps. Oui, je suis là. Parfait. Fait que, vous êtes l'heureux gagnant du certificat cadeau. Je vais vous envoyer ça. Je vais vous envoyer un courriel pour vous demander votre adresse postale que je puisse vous l'envoyer par la poste. Ben, excellent. Merci beaucoup. D'accord. On va... François, Ghislain, t'as oublié de faire ta job, me rappeler qu'il ne faut pas que j'oublie de donner les... Robert, n'oublie pas de ne pas oublier. Voilà, c'est fait. C'est ça. Je vais repartager encore mon écran quelques instants. Non, c'est vrai, vous n'avez pas besoin. C'est lequel? OK. Vous le voyez comme il faut, comme ça? Il faut que je partage un écran, François, ou c'est correct comme ça? Ben, je veux juste donner le polo. J'ai pas compris? OK, parfait. Excellent. Bon, juste le temps de tasser la chaise. Là. Par contre, full screen sur Facebook que je vois, là, parce que je suis sur Facebook aussi. Mais sur Zoom, je le vois juste petit écran. Est-ce que c'est le même pour vous autres aussi sur Zoom? Ben, moi, je vois toute une série d'écrans là. Ouais, moi aussi sur Zoom, oui. Je ne sais pas comment que je fais pour. Sur Zoom, on voit bien sur grand écran. Là. OK. Ah ouais? Bon. Ouais, on te voit bien. Hein? On a bien vu Ghislain aussi. OK. Ben, écoute, Martin, voilà, tu vas avoir un polo flambant neuf pour pouvoir être propre au golf cet été. Je vais te faire suivre ça par courrier très bientôt. Excellent. Donc, je vais, encore une fois, on s'échanger des courriels. Tu vas même avoir la calotte qui va avec un super slogan inspiré de notre président au sud de nous autres. Puis je vais inviter Marie-Josée Barry, l'artiste. À chaque conférence, on remet aux conférenciers une toile. Je ne sais pas si tu réussis à la voir, là, mais. Elle est belle, elle est très belle. On fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Ben, merci. Merci beaucoup, hein, puis, ouais, très, très belle.
Ben, je vous remercie pour d'avoir participé toute la saison. Puis on se revoit l'automne prochain. Fait que passez un bon été. Gardez vos distances. Puis amusez-vous pareil.